C'est démarré? Ah voilà. Ça démarre. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce deuxième webinaire FIA Advisor. On va passer environ 45 minutes ensemble et donc en particulier tenter de répondre à la question qui faisait le titre de ce webinaire, question que beaucoup d'investisseurs se posent. Est-ce qu'on est face à un simple rebond ou est-ce que finalement on peut envisager un retournement haussier moyen terme, donc un peu plus long. Côté FIA Advisor, nous sommes 3 pour vous accueillir. Donc Emmanuel Robert, qui est responsable de la clientèle investisseur privé chez FIA Advisor et qui est aussi celui qui est à l'origine de l'organisation de tous ces webinaires. Et ensuite Lionel Pellissère. Bonsoir. Et moi-même, Christophe Scalab, donc qui sommes les deux cofondateurs de FIA Advisor. Donc, au programme de ce webinaire, Lionel va vous parler des conditions actuelles de marché. On va faire tout ça, évidemment, en passant en vue les indicateurs de FIA Advisor. Donc, on va traiter de sujets d'allocation, action, cash, et on va identifier avec vous les secteurs forts, les secteurs faibles. Je vous présenterai d'ailleurs un peu plus en détail la situation de deux secteurs qui sont dans des configurations différentes, et on va passer en revue quelques actions que vous nous avez demandées, sur lesquelles vous nous avez demandé la position de FIA Advisor. Donc, on va utiliser l'appli pour voir ce que nos indicateurs nous disent. Et si vous souhaitez poser quelques questions durant le webinaire, allez-y, je crois, via questions en bas à droite. Voilà, on prendra un petit temps, si on n'a pas trop débordé, pour vous répondre si vous avez quelques questions. Juste avant de parler des marchés, quelques mots de FIA Advisor pour ceux qui nous connaîtraient peu ou pas. FIA Advisor, c'est une société française. Elle est basée à Paris, dans le 8e. On a créé cette société avec Lionel en 2016. Et au départ, on l'a créée pour des clients professionnels. Donc, nos premiers et plus gros clients aujourd'hui sont des banques privées, des sociétés de gestion et même des fonds spéculatifs au Royaume-Uni. Au cours de l'histoire de la société, en particulier post-Covid, on a eu pas mal de sollicitations d'investisseurs privés qui se sont réintéressés à la bourse, et donc on a décidé d'ouvrir en fait cette application aux investisseurs privés. Et cette année, on a même monté, en particulier designé d'ailleurs par Emmanuel tout au long de cette année, puisqu'il a eu beaucoup d'échanges avec beaucoup d'investisseurs privés. On a designé une application qui est celle que vous avez sous les yeux et qui est spécifique, donc qui est un peu plus, on va dire, un peu plus friendly que l'application Pro en termes de design, en termes de communication, mais évidemment, ce sont les mêmes signaux d'achat et de vente qui sont transmis au même moment. Et plus simple aussi, plus simple. Voilà. Et deux mots de notre approche de l'investissement, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, on a une approche qui est très tournée gestion. On aime bien utiliser le mot de patrimoine. Donc, vous aurez compris qu'on est sur une approche qui est moyen terme. On a des signaux qui sont plutôt de quelques semaines à quelques mois. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter un titre le matin à 10h et de le vendre à 17h. En tout cas, pour nous, ce n'est pas du tout notre approche. Nous, on se donne du temps. On a une approche qui est momentum. Donc, l'idée, c'est de détecter des tendances et suivre des tendances. Donc, on n'achète pas au plus bas. On ne vend pas forcément non plus tout à fait au plus haut. Mais une fois qu'on a détecté des tendances sur des titres, on va essayer de les accompagner le plus longtemps possible, ce qui permet d'ailleurs, et vous les retrouverez dans l'application, de faire parfois des trades qui sont très, très importants, qui durent longtemps et qui donnent des perfs très, très élevés. Et ensuite, le troisième pilier, on va dire, de notre approche, c'est la diversification. On est toujours investi dans plusieurs secteurs de manière à répartir les risques. Alors, on va avoir des périodes où on est un peu plus concentré, on aura un peu moins de secteurs, des périodes où on aura au contraire beaucoup de secteurs, mais en tout cas, on est toujours investi dans plusieurs secteurs pour éviter éventuellement de se laisser emporter s'il y a une mauvaise nouvelle sur un secteur ou si un secteur
sous-performe, si vous n'avez que celui-là, vous restez à quai alors que la bourse peut monter, ou au contraire, vous pouvez baisser beaucoup plus que le marché. Par exemple, les valeurs de croissance ont cette année baissé beaucoup plus que la moyenne des marchés. Pour faire tout ça, donc, on a construit des algorithmes, ce qui permet de passer en revue chaque nuit tout le marché, en tout cas les 2500 actions et ETF que nous suivons chaque nuit. Et on met à disposition, donc via la plateforme FiAdvisor, d'une part des indicateurs de marché, dont Lionel va vous parler tout de suite, une vision sectorielle, et aussi donc des signaux d'achat et de vente sur l'ensemble de ces titres, en gros 2200 actions, 300 ETF. Voilà, je laisse la parole à Lionel pour qu'il vous parle de ce qu'on voit sur les marchés à travers l'appli et même un peu plus largement. Merci Christophe. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire. Dans le premier webinaire, donc il y a à peu près un mois de cela, on se questionnait sur est-ce qu'il faut commencer à revenir sur les marchés. La question qui se posait, c'était alors une sorte d'essoufflement de la tendance baissière, mais sans catalyseur. Il faut se rappeler qu'il y a un mois, la Fed était encore très hostile, qu'il n'y avait absolument aucun catalyseur haussier, même si effectivement, on voyait qu'ici et là, le marché avait un petit peu de mal à baisser plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis un mois ? Alors, d'abord, depuis un mois, on voit qu'il y a effectivement un rebond qui se produit, un rebond assez général sur les secteurs et sur les titres. Donc, tous les titres ne rebondissent pas, mais on a plus de la moitié des titres qui sont au rebond, en fait, à court terme, en signal tactique dans la plateforme. Et on a de plus en plus de signaux moyen terme également qui sont en train de se produire. On va revenir sur ces indicateurs un petit peu plus tard. On a eu, pour déclencher ces signaux, un certain nombre de catalyseurs. Le premier, c'est les chiffres de l'inflation américaine, on appelle le CPI, qui a montré, là c'était le 13 novembre, que en fait, la baisse de l'inflation elle est vraiment enclenchée aux États-Unis. On était à 9 et quelques pourcents, 9,1% en juin, on est maintenant à 7,7%, donc la baisse est enclenchée. Et si on regarde les précédents cycles, en fait, si par exemple on regarde les grands cycles inflationnistes dans 73, 74 et dans les années 80, on s'aperçoit que le bas du marché, le bottom du marché, il se fait systématiquement au moment où il y a ce pic de l'inflation, où la décrue de l'inflation commence à arriver. Et là, on est effectivement complètement dans ce cas de figure. Bon, sachant qu'en plus, l'inflation est quand même beaucoup moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans et que, par ailleurs, l'économie actuelle, elle est plutôt axée aux États-Unis et en Europe sur les services, sur la technologie, beaucoup moins sur l'industrie. Donc, il y a une sensibilité qui est quand même moindre. Depuis hier, on a une Fed qui est en train de petit à petit finalement admettre que le pire de la hausse des taux est passé. Donc, il va y en avoir d'autres, des hausses de taux, mais maintenant, elles vont être beaucoup plus espacées, beaucoup plus modérées. Donc, on arrive quelque part un petit peu au bout de la logique de ce cycle de taux. Donc, voilà, on a encore 2 ou 3 petites hausses de taux devant nous et on en aura terminé. Donc, on a dans le même temps, pour cette raison, une détente du marché obligataire. Et le marché obligataire, donc ça veut dire ce qui détermine les taux longs, ça a un impact très important sur toute une partie de la cote, notamment les valeurs technologiques, parce que finalement, ce rendement sans risque, c'est un élément clé pour valoriser les sociétés. Donc, le fait qu'on ait effectivement une détente à ce niveau-là, c'est un très bon point. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une normalisation qui est petit à petit en train de se produire sur la volatilité. On avait un VIX donc, qui mesure la volatilité sur les marchés américains qui était à 33 il y a un mois, on est à 20. Et ce qu'on observe, c'est qu'en général, quand on commence à casser ce niveau des 20, on rentre dans un régime beaucoup plus positif, donc avec un appétit pour le risque plus important sur les marchés actions. On a un dollar qui est en train de s'enclencher à la baisse, et ça, c'est lié à la rémunération des obligations américaines qui est en train de baisser, donc ça, c'est un bon point. Et on a aussi des facteurs qui sont plutôt intéressants, c'est les valeurs cycliques. Et on y reviendra tout à l'heure sur les secteurs comme les banques ou les automobiles qui sont vraiment pas chers. Et de l'autre côté, on a eu une année un peu catastrophique sur la big tech américaine
parce que non seulement on a eu un réajustement des multiples de valorisation qui étaient liés au taux, et en plus, il y a eu des déboires sur un certain nombre de valeurs. Bien sûr, on pense à Meta, mais aussi Amazon, par exemple, et pas que celle-là, qui a entraîné une forte chute en fait des valeurs technologiques. Donc là, on se retrouve finalement dans une phase qui n'est pas complètement dérisquée, parce qu'effectivement, on n'a pas encore normalisé le niveau d'inflation, on n'est pas revenu à 2 ou 2,5%, loin de là, mais par contre, on a une pente qui est positive. On a normalisé d'un point de vue des multiples, on a normalisé aussi par rapport à certains excès qu'il y avait sur certains segments technologiques notamment. Donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la première phase, après l'essoufflement constaté il y a un mois, la première phase de rebond s'est produite. Par contre, ce qui nous paraît encourageant, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs positifs qui sont en train de se mettre en place structurellement. Donc là, on est typiquement à la charnière du rebond et du renversement haussier, mais il y a un certain nombre de choses qui nous font penser que ce renversement va se produire. Alors, si je regarde nos indicateurs, le premier d'entre eux, que certains d'entre vous connaissent, s'appelle le Market Pressure Index. Il est à 49 sur 100. Alors, ce Market Pressure Index, il est calculé à partir de deux facteurs. Le premier, c'est le régime de volatilité, c'est-à-dire qu'on va regarder comment se comporte, comment se déplace la valeur qu'on donne à la volatilité. Et en fonction de cela, ça va effectivement donner des valeurs plus ou moins élevées dans l'indicateur. On regarde également comment se comportent les différentes classes d'actifs. Donc, il y a des classes d'actifs risqués, des actions, des classes d'actifs moins risquées, comme les obligations. Et effectivement, on voit comment elles se déplacent entre elles. Et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, on est en train de passer en dessous des 50. Donc, en dessous des 50, on commence à être dans une phase favorable pour les marchés. Donc, à 49, on vient évidemment juste de franchir ce seuil. Donc, c'est relativement nouveau, mais c'est très encourageant d'avoir franchi. Et c'est concomitant avec le VIX dont on vient de parler, qui est à 20, qui est en train aussi de franchir un seuil. L'autre indicateur qui est très intéressant, c'est le spread momentum. Alors, le spread momentum, qu'est-ce que c'est? Le spread momentum, c'est dans un indice donné, le pourcentage de valeur orientée favorablement en tendance haussière, moins le pourcentage de valeur en tendance baissière. Donc, les valeurs en tendance haussière, elles sont en vert. Vous le voyez, la courbe verte, je ne sais pas si c'est très lisible. Et en rouge, les valeurs baissières. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, par exemple, on est sur le S&P 500. On voit que le nombre de valeurs baissières a fortement chuté, que le nombre de valeurs haussières augmente fortement et que les deux courbes se sont croisées. Et donc, le spread, donc la différence entre les deux, le spread momentum, il a passé la ligne de 0. C'est un indicateur qui a plutôt été assez convaincant cette année parce que, en fait, la manière dont on fonctionne pour lire cet indicateur, c'est de deux manières. La première, ce sont les extrêmes. C'est-à-dire que là, on voit que la crise du Covid, moins 60, la crise de 2018, on était à moins 52. Dans les crimes un peu moins graves, c'était moins 40. Mais en général, on a des lectures entre moins 40 et moins 60. Donc là, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire on a touché deux fois à peu près moins 55, c'était assez encourageant parce que finalement, on est rentré dans la zone de capitulation. Là, on est dans une deuxième étape qui est celle de dire on franchit l'équilibre. Là, sur le S&P 500, on est maintenant à plus 15. Et donc ça, c'est un événement qui est quand même important. C'est-à-dire que le marché est en train de basculer. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rapport entre les valeurs qui ont des velléités haussières, qui sont engagées à la hausse, qui commencent à devenir beaucoup plus attractifs que le nombre de valeurs orientées à la baisse. Alors, ça se voit moins au niveau de l'indice. Pourquoi? Parce qu'en fait, le SP 500, eh bien, il est dominé par des grandes valeurs comme Amazon, Apple, Alphabet, Meta, etc., et que ces valeurs-là ne sont pas très bien orientées. Donc, du coup, la pondération va plutôt jouer en défaveur de l'indice. Par contre, en termes de nombre de valeurs, on a des velléités vraiment. Si je me mets sur le stock 600, on a rigoureusement la même chose, donc c'est exactement la même dynamique, sauf que le stock 600, il est un peu en retard. C'est-à-dire que si on regarde l'indice, on a l'impression qu'il est plutôt un peu plus haussier que le SP500, et ça, c'est encore une fois à cause de la pondération, très lourde en valeur de pétrole, en valeur de luxe, et donc ça, c'est plutôt avantageux en ce moment, puisque ce sont des secteurs qui se comportent bien, alors que la tech, par exemple, pour le stock 600,
C'est une petite pondération. Il y a quelques grandes valeurs, SAP, Dassault, ASML, Adyen, mais il n'y en a pas beaucoup finalement. Et c'est une faible pondération. Donc, on a à peu près la même lecture, un peu d'avance, un peu plus bullish sur le SP500, un peu moins sur le stock 600, mais par contre, la dynamique est la même. Donc ça, c'est encourageant parce que dans les dernières crises, à chaque fois qu'on a repassé la ligne du zéro, même s'il peut y avoir un peu d'hésitation à ce niveau-là, en général, voilà, ça repart. Donc, hop, je reviens ici. Notre exposition cash-action, elle est à 85% et 15%. Alors, on a un message qui est encourageant et on pourrait se poser la question de pourquoi on n'est pas à 100%. La réponse, c'est qu'on est juste au bord, en fait. C'est-à-dire que notre système, il a pour principe de ne jamais anticiper sur un mouvement, de jamais voler le départ. C'est très tentant de vouloir prendre de l'avance, mais nous, statistiquement, on sait qu'en fait, quelque part, on y perd. On n'a pas intérêt à le faire, on n'a pas intérêt à anticiper, parce qu'en fait, statistiquement, ça ne marche pas. Donc, tout ce qu'on attend, c'est de la confirmation. Et de la confirmation, ça veut dire que, par exemple, le market pressure index doit s'installer un certain temps sous 50 ou être un peu plus en dessous de 50. Et pareil pour la participation du spread momentum, on va attendre un cran supplémentaire avant que ça passe à 100%. Mais on n'a jamais été aussi proche de le faire, évidemment d'abord aux États-Unis parce qu'il y en a un spread momentum qui est déjà à plus 15, tandis qu'on est proche de 0 aux US. En Europe. Pardon, en Europe. 0 en Europe. Donc, si on regarde ces éléments, c'est plutôt encourageant. Alors, les autres éléments, on va avoir, c'est au niveau des secteurs. Au niveau des secteurs, ce qu'on va voir, c'est qu'on est dans une phase de diversification. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'une phase de diversification par rapport à une phase de concentration? Quand on est en bear market, comme c'était le cas, par exemple, tout le premier semestre, dans ce cas-là, le marché, il va se concentrer sur quelques secteurs. Là, en l'occurrence, c'était surtout l'énergie, pétrole et gaz, un peu de renouvelables, mais il n'y avait rien d'autre. Là, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Si je regarde à court terme, j'ai beaucoup de secteurs qui sont au-dessus de 50% à court terme. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est le rebond. Donc, regardez, en fait, on voit finalement, il y a 2/3 des secteurs qui sont au-dessus de 50 et il y a beaucoup de secteurs qui sont très, 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 très forts au-dessus de 80%. Donc ça veut dire qu'on a un rebond général sur les marchés qui arrête de se focaliser sur un ou deux secteurs et donc il y a beaucoup, finalement, c'est un rebond qui est très large et très homogène. Ensuite, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une espèce de transmission du rebond petit à petit sur des signaux moyen-long terme, c'est-à-dire les signaux stratégiques. Donc là, on voit dans la colonne moyen terme qu'effectivement, par exemple, la distribution, on était à 38% il y a 4 semaines, plus 54, et puis voilà, maintenant, on a une majorité de titres qui sont à l'achat. On a globalement, dans à peu près tous les secteurs, une augmentation de ces signaux moyen terme qui est en train de se produire. On voit dans la construction, passer de 7 à 27, on voit le luxe, on est passé à 20%, etc. Donc, on a effectivement, par rapport à cette lecture, plutôt une vision favorable parce que le rebond, il est général et qu'il est en train de se traduire de plus en plus par une transformation au moyen terme. Et enfin, le dernier point, c'est que le rebond, il est guidé par des secteurs agressifs. C'est-à-dire que quand vous avez un rebond des marchés ou un marché qui monte parce que vous avez des secteurs défensifs comme la distribution, les télécoms, la pharmacie ou les consumer staples, l'alimentation, dans ce cas-là, ça veut dire que le marché se déplace vers du moindre risque. Là, qu'est-ce qu'on voit? Les secteurs les plus forts, on a les semi-conducteurs, traditionnellement, c'est un secteur très… ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour le risque. Et puis, on a du luxe, donc consommation discrétionnaire, et des secteurs cycliques qui témoignent plutôt d'un appétit pour le risque. Donc, pour synthétiser, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une amélioration très nette de la situation par rapport à la dernière constat qu'on faisait sur est-ce qu'il faut revenir sur les marchés. Là, maintenant, la réponse, c'est il faut revenir progressivement sur les marchés et on a probablement un rebond qui est en train de se transformer en renversement moyen terme. Alors, renversement moyen terme, ça ne signifie pas qu'on va repartir sur un marché hyper haussier pendant des mois et des mois. Ça veut très bien, tout à fait pouvoir aussi dire qu'on est parti sur un trading range, c'est-à-dire un marché qui est plat, qui monte, qui descend, mais qui est plus baissier. Là, ce qui est en jeu, c'est la fin de la tendance baissière. Et on a des indices qui sont en train de nous expliquer, de nous dire, les indices qu'on voit par rapport à nos indicateurs, que cette baisse est en train de se terminer. Les autres indicateurs aussi,
il y a des indices qui se sont déjà retournés à la hausse. Le Dow Jones, il n'est plus qu'à 7% de ses plus hauts, il s'est retourné à la hausse. Le DAX est en train de le faire, l'Eurostock 50 n'en est pas loin aussi. Donc, on a une masse d'indices qui nous montrent que finalement, la tendance baissière, elle est peut-être derrière nous. Mais il faut le faire avec prudence, il faut quand même continuer d'aller dans des secteurs qui se retournent avec une forte dynamique et il faut être diversifié à ce stade et plus concentré. Donc, voilà ce que nous disent nos indicateurs. Voilà, OK. Merci Lionel, c'était très très clair. Tout le monde a compris que le message essentiel, c'était fin de la tendance baissière moyen terme. Maintenant, Christophe, si tu peux nous montrer quelques secteurs sur lesquels se positionner. OK. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, je vais reprendre la cartographie. Bon, c'est la même que celle de Lionel. Peut-être juste une petite chose qu'on peut vous montrer aussi pour illustrer l'évolution de la situation par rapport à il y a 4 semaines, où 4 semaines, on vous disait qu'il y avait finalement une accélération. Vous voyez, je me suis mis ici pour les marchés US. Et donc, 4 semaines plus tôt qu'aujourd'hui, en triant sur les secteurs qui sont à l'achat à moyen terme. Vous voyez qu'on n'avait que 2 secteurs, l'énergie, services pétroliers, même si on avait, comme le disait Lionel tout à l'heure, on voyait une première accélération tactique, mais c'était très peu suivi au niveau moyen terme. On était plutôt court terme que moyen terme. Aujourd'hui, donc on regarde aux US, on fait le même tri, vous voyez qu'on a maintenant, ça doit être 9 secteurs en principe, voilà, 9 secteurs qui sont maintenant à l'achat moyen terme. Donc on voit bien les progrès qu'on a fait. Et d'ailleurs, si on regarde entre 4 semaines et là, on voit aussi d'ailleurs que derrière, vous avez pas mal de secteurs qui sont finalement pas très loin de revenir majoritairement à l'achat moyen terme. Si on fait la même chose en Europe, on va voir, d'ailleurs on peut faire ici de la même manière. On utilise beaucoup, nous, cette cartographie. C'est pour ça qu'on passe toujours un peu de temps dans les webinaires, parce que c'est toujours un atout de savoir si une valeur elle est dans un secteur qui est soit fort, soit vraiment en accélération, parce que c'est un indice favorable pour le trade qui est proposé. Et vous voyez, donc en Europe, on n'avait que l'énergie qui était à l'achat moyen terme, et qu'aujourd'hui, on a moins de secteurs qu'aux US. Ça a été illustré tout à l'heure par Lionel, y compris au niveau des spreads momentum. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de choses disponibles encore aux US, mais malgré tout, on est maintenant passé à 5 secteurs qui sont à l'achat moyen terme. Donc justement, il y a 2 secteurs qui nous a semblé intéressant d'évoquer aujourd'hui. Il y a celui des banques. Les banques, parce que ça illustre assez bien ce qui peut se passer, c'est-à-dire que vous commencez par avoir un signal court terme au niveau du secteur, mais ça n'est pas encore suivi au niveau moyen terme. Puis vous avez un peu plus tard le moyen terme qui passe majoritaire, donc le secteur est vert à moyen terme, et vous avez à la fin un secteur qui est aligné. Nous, on aime beaucoup ces secteurs. Quand on sait qu'on est aligné à court terme et aligné à moyen terme, c'est qu'on a une tendance qui est intéressante à jouer. Vous voyez que c'est par exemple moins le cas de l'énergie, qui est très à l'achat aujourd'hui à moyen terme, mais qui par contre n'est pas bien orienté à court terme. Voilà. Donc on préfère les secteurs qui sont verts, moyen terme et court terme. Et donc, après, une démarche peut être de dire, je vais maintenant aller voir, donc prenons en l'occurrence en Europe, prenons la banque, c'est aussi pour vous montrer comment on peut filtrer tout ça. On va prendre des banques qui sont à l'achat moyen terme et voir en fait ce qu'on a de disponible dans l'application. Vous voyez que c'est facile en fait de trouver une liste de titres qui sont disponibles, et vous avez notamment la date à laquelle le titre est passé à l'achat. En l'occurrence ici, prenons BNP, dont on a envie de vous parler. Bon, juste vous voyez qu'il y en a pas mal par ailleurs.
Et en cliquant sur BNP, vous arrivez sur sa fiche. Donc, pour vous dire quelques mots peut-être sur BNP. Donc, on a vu qu'elle était dans un secteur qui nous intéresse. On a vu qu'elle était à l'achat. Bon, ce qui est intéressant en plus, c'est que l'achat vient d'intervenir. Hein. Ça fait que quelques jours qu'on est à l'achat. Donc, ce n'est pas un signal qui est très ancien. Un signal peut être ancien et toujours fonctionner. Mais en tout cas, là, on en parle au moment à peu près où le signal arrive. Hein. On n'est pas à un jour ou deux près. On est aligné au niveau de l'achat. On a un peu de performance historique d'ailleurs sur BNP. Alors, ce n'est pas extraordinaire, mais vous savez que les parcours des banques ont été très, très longtemps compliqués. Hein. C'est aussi d'ailleurs pour ça que vous allez voir qu'on a, comme sur la plupart des banques, un score de comportement boursier qui est mauvais, en fait. Pourquoi ? Parce que cet indicateur de comportement boursier vient étudier le comportement du titre sur une longue période, en gros sur 5 ans, et vous voyez que sur 5 ans, vous y avez accès d'ailleurs directement ici, en gros, on est au même niveau qu'il y a 5 ans, donc évidemment, la banque ne peut pas avoir un très bon score de comportement historique boursier, mais elle est à l'achat. Elle est dans un secteur qui se renforce. Bon, sur un plan un peu plus fondamental, on sait que les banques sont avantagées par le fait que les taux sont maintenant plus hauts. Elles ont été très pénalisées par les taux négatifs et on sait qu'aujourd'hui, on va rester avec des taux élevés pendant un petit moment. Et si on regarde plus fondamentalement par ailleurs, vous pouvez trouver ça facilement. Bon, les banques se payent vraiment très, très peu cher actuellement. Un BNP, c'est 5 fois les bénéfices 2022, 6 ou 7 fois les bénéfices 2023. Donc, c'est en dessous des moyennes historiques. Et de la même manière, elles servent un dividende qui est très, très élevé, ce qui est d'ailleurs aussi un indicateur. Les banques servent toujours des dividendes élevés, mais là, on est sur des dividendes particulièrement élevés puisqu'on est sur des dividendes de 8%. Donc voilà, un titre qui peut être intéressant à jouer et en tout cas une période pendant laquelle c'est intéressant d'avoir des banques. On voit que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Toute la phase où les marchés sont montés grâce aux valeurs de croissance, les banques ne faisaient rien. Mais c'est vraiment l'illustration qu'il faut être capable de faire un peu tourner les portefeuilles et d'avoir des secteurs un peu différents selon les périodes dans lesquelles on se trouve. Je reviens sur la cartographie sectorielle. On avait envie de vous parler aussi, Lionel l'a abordé rapidement, des semi-conducteurs. C'est intéressant parce qu'on est dans une phase qui est différente. On voit bien que les semi-conducteurs, si on regarde juste la photo, on n'est pas du tout en signal moyen terme, c'est-à-dire on a peu de boîtes qui sont encore à l'achat. Mais par contre, on a un pourcentage très élevé, je crois que c'est d'ailleurs le plus élevé, et c'était déjà le cas la semaine précédente. On a un pourcentage très élevé de boîtes qui sont à l'achat court terme, donc ça témoigne d'une accélération, et vous voyez la dynamique par rapport à il y a 4 semaines où le secteur était vraiment au tapis. On a une dynamique qui se confirme sur le court terme et qui commence à se transmettre en fait au moyen terme. Bon. Là, je dois être aux US, voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a d'ailleurs aussi à peu près la même chose en Europe. En Europe, on était déjà mieux tactiquement, enfin court terme, pardon, il y a 4 semaines, mais ça reste toujours très très fort. Et on voit qu'on a une tendance à l'accélération des signaux moyen terme sur le secteur des semi-conducteurs. Donc, le fait qu'il y ait ici un pourcentage qui ne soit pas égal à 0, donc ça veut dire on peut donc trouver des valeurs à l'achat dans ce secteur. Donc, on peut refaire la manip. On va supprimer les filtres précédents. On va cette fois-ci aller aux États-Unis. On va aller chercher les semi-conducteurs et trouver les sociétés qui sont à l'achat. Voilà. Vous voyez qu'on a ici CLAD, Texas Instruments, Microchip, On Semiconductor. Et on avait envie de vous parler de celle-ci, Texas Instruments. Donc, Texas Instruments, bon, au passage, chose qu'on regarde souvent,
Bon, on n'a pas forcément besoin d'être sur une aussi grosse capitalisation, mais on aime bien résister à la tentation d'aller chercher des toutes petites boîtes qui sont parfois pas très liquides, parce que c'est toujours tentant en espérant faire des gros coups boursiers, mais finalement sur la durée, avoir dans son portefeuille un certain nombre de valeurs qui sont des grandes capitalisations, c'est intéressant. C'est encore plus intéressant quand on est sur une valeur comme celle-ci, ou si vous regardez d'ailleurs son historique sur 5 ans, bon, vous voyez qu'elle a un meilleur score de comportement boursier, 8 sur 10, c'est un bon comportement boursier, et on n'est pas surpris quand on regarde le parcours, hein, ça valait $80, un peu plus, en 2017, et on est aujourd'hui à $177. On voit qu'on est en train de remonter, mais on n'est pas encore très très haut, mais par ailleurs, c'est une valeur qui a plutôt bien résisté à toute la phase de baisse. Donc ça, rien que le chart permet d'apprécier un peu le type de société finalement sur laquelle on est en train d'investir. D'ailleurs, on voit ici, c'est confirmé par notre score de volatilité. Donc, en 10 sur 10, c'est un très bon score. Ça veut dire que c'est une boîte qui n'est pas très volatile. Donc, quand on est sur des marchés chahutés, c'est souvent intéressant d'avoir des sociétés qui n'amplifient pas les mouvements, parce que sinon, on peut se faire très, très mal sur une journée de baisse et parfois être tenté de sortir impulsivement, alors qu'on a toujours un signal. Donc voilà, Texas Instruments à nouveau, nous, on est toujours focus sur ce signal-là d'abord, le signal moyen terme, qui est vraiment au cœur des algorithmes de Fee Advisor. Elle vient de passer à l'achat. Hein, donc voilà, on est vraiment dans le bon tempo. Comme souvent, l'achat avait été un peu annoncé par le signal court terme. Hein. On a d'abord un signal court terme, puis il est confirmé par un signal moyen terme. Et on a des momentum à court terme et à long terme qui sont plutôt bons, sans être d'ailleurs à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte qui est en accélération, mais qui est encore loin d'être au top. Donc, on a probablement un bon potentiel avec un niveau de risque qui n'est pas très élevé. Donc, vous voyez, en parlant de ces deux sociétés-là, on voit qu'on est dans deux registres un peu différents. D'un côté, on est dans un secteur qui est déjà bien installé à la hausse, mais une société BNP qui vient de donner seulement un signal. Et ici, sur les semis, au niveau du secteur, entre guillemets, on vole un petit peu le départ parce qu'on n'a pas attendu la confirmation d'avoir une majorité de signaux moyen terme. Mais par contre, on est quand même très conforté par le fait qu'on a des signaux court terme qui sont très, très forts et qui sont forts depuis longtemps. Super, merci beaucoup Christophe. Dans les derniers messages, on parlait souvent des biens d'équipement comme un secteur qui se comporte bien et qui est en regain d'intérêt et de momentum. Je crois qu'on nous avait proposé de regarder Schneider Electric. Oui, alors, hop, on va regarder Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, c'est une société industrielle donc, qui est classée dans les biens d'équipement. Donc, si on regarde le secteur donc en Europe, on a un secteur qui progresse, puisque d'abord, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a une majorité de titres qui est en achat tactique. On a un petit peu moins, on a une petite décélération depuis une semaine. Par contre, on a de plus en plus de titres qui passent à l'achat moyen terme. On n'avait que 13% il y a 4 semaines, il y en a 35%. Donc, on voit bien que c'est un secteur qui est en train de prendre du momentum. Donc, si on regarde Schneider, Electric. Bon, Schneider Electric, c'est une société qui est passée à l'achat le 14 novembre. Il y avait eu un mois avant un achat tactique. Et après une certaine confirmation de momentum, on est passé donc à l'achat stratégique, donc moyen terme, le 14 novembre, donc ça fait maintenant 10 jours. Là, on a affaire à un titre qui une valeur de grande qualité, puisque le comportement boursier il est au maximum, il est à 10. Donc ça veut dire que globalement, c'est un titre qui fait mieux que son marché en moyenne. Donc il y a une meilleure performance moyenne par rapport au Stoxx 600. Qu'ensuite, c'est un titre qui, en général, fait des replis moins prononcés et qui est finalement plus fiable. Quand on regarde son historique sur 5 ans, voilà, on voit qu'effectivement, l'algo a plutôt bien, les signaux ont plutôt bien marché, puisque voilà, on a pris à peu près sur toute la longueur, en fait, le signal. Donc là, c'est effectivement un signal assez majeur.
puisque finalement, c'est l'occasion de re-rentrer à peu près au niveau où on était sorti il y a un an. Donc, c'est un titre qui est conforté par une dynamique sectorielle, par une note de comportement qui est au maximum. Et en plus, il y a un track, il y a une moyenne en fait de rentabilité, un historique moyen de l'algorithme sur ce titre qui est plutôt intéressant, puisqu'en cumul, l'historique de performance, c'est 101%. Voilà, donc c'est une société qui fait 80 milliards de capitalisation boursière, donc c'est une grosse société très liquide qui donne des dividendes. Et donc voilà, on coche un petit peu toutes les cases pour un achat sur Schneider. Et qui est bien placé sur tout ce qui est renouvellement finalement enfin tout ce qui est lié au renouvelable et ainsi de suite. Voilà, c'est le leader mondial du grid, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui s'occupe d'optimiser la gestion de l'énergie, donc tout le cycle de l'énergie pour les entreprises notamment, donc qui va de plus en plus vers du logiciel plutôt que du hardware, c'est-à-dire les compteurs, etc. Et donc, il y a effectivement de plus en plus de valeur ajoutée, des profitabilités qui augmentent et surtout un marché en forte croissance, dans lequel il y a des places en fait très fortes qui ont été acquises au cours des dernières années. Super. Une autre valeur demandée par les participants, Stellantis, qui a été une des favorites de l'année dernière, qui a fortement baissé cette année et qui repasse à l'achat depuis quelques jours. Alors, Stellantis, si on regarde l'automobile, on a plutôt un secteur. Alors là, je suis sur les US. Ouais. En Europe, on a un secteur qui est un peu en perte de vitesse à court terme, c'est-à-dire qu'on était à 64% et puis là, on est à 36%. Donc, on a un secteur qui est un petit peu en train de consolider. Donc, c'est plutôt à surveiller. C'est-à-dire, faut se rappeler que l'automobile, c'est un secteur qui est très volatile, qui est très lié à la Chine. Donc, on a eu des bonnes nouvelles il y a quelques semaines sur la Chine, et puis maintenant, on a des nouvelles plutôt de refermeture du marché chinois. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'automobile. Mais bon, ça peut changer très vite. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de signaux d'achat, puisqu'on était à 16 il y a 4 semaines, puis 24 il y a une semaine, et là maintenant 32. Donc, au niveau du secteur, on n'a pas toutes les cases ne sont pas alignées. En revanche, on a quand même une dynamique moyen terme qui est en train de s'améliorer. Donc sur Stellantis, on a un titre qui a plutôt tendance à surperformer et à être plus qualitatif que les autres. Donc là, on a un comportement qui est à 3. Et il faut savoir que dans l'automobile, en général, les notes sont très basses parce que c'est un secteur cyclique. Il y a eu beaucoup de crises depuis 3 ans et donc, évidemment, l'historique boursier du secteur a beaucoup plus souffert par rapport à des valeurs plus défensives ou des valeurs de grande qualité. C'est plus difficile pour l'automobile aussi parce que c'est un secteur en transition. Il y a beaucoup de transitions avec les véhicules électriques, les voitures autonomes et évidemment tout ce qui se produit en Chine actuellement. Donc là, sur Stellantis, c'est pareil que pour Schneider, c'est-à-dire qu'on a eu des signaux assez marqués, donc avec un historique qui a plutôt très bien fonctionné. On était sorti au bon moment, là en début d'année, aux alentours de 15,5. Et là, on a effectivement un signal d'achat sur Stellantis qui paraît assez convaincant. Tout est aligné sur le titre, puisqu'on a eu un achat à court terme le 11 novembre, qui a été confirmé assez rapidement par un achat moyen terme. On a une société qui est plutôt très bien gérée, dont la capitalisation boursière est de 45 milliards et qui est en train de rattraper un petit peu celle des constructeurs allemands. Donc, on est plutôt positif sur la valeur. Il y a du signal. Le seul point manquant, c'est le secteur. Il faudra avoir un petit peu de dynamique court terme supplémentaire pour que tout soit aligné, pour que les étoiles soient alignées. Et comme tu dis, on est en correction sur les grosses valeurs allemandes parce que Mercedes et BMW sont aussi passés en signal moyen terme il y a 2-3 semaines et elles sont juste en train de corriger en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut. Il y a effectivement un peu de prise de bénéfice après une montée des cours. Et puis, il y a le facteur chinois qui pèse un petit peu à court terme sur les 2 points. Attends, j'ai une question. Peut-être quelqu'un d'autre se demande. Non. Et je crois qu'on avait un titre favori US que tu voulais présenter aussi. Alors, dans les titres US, il y a un titre qui est amusant qui s'appelle Lululemon.
Donc, c'est pas très connu, sauf pour les grands sportifs, puisqu'en fait, c'est une société qui fait des vêtements sportifs, des vêtements techniques pour le sport. Et c'est une société de grande qualité. Il y a un comportement boursier à 10. Là, pour le coup, on a un secteur. Alors, je vais juste revenir un instant sur le secteur. On a un secteur qui est très dynamique, en fait, aux États-Unis. Alors, attends, c'est retail. Alors, retail, c'est distribution. Voilà, 73 et 62%. Donc là, on a tout aligné. On a à la fois la dynamique court terme qui ne fait qu'augmenter et on a la dynamique moyen terme qui ne fait qu'augmenter. Donc là, au niveau du secteur, on a vraiment l'équation parfaite. Et au niveau de la valeur, eh ben, c'est pareil. On a un titre donc, qui est à l'achat à court terme, qui est à l'achat à moyen terme. Donc, pendant un mois, le titre a monté et avant de se transformer en moyen terme. On a un historique boursier à 10. On a un score de qualité aussi très élevé. C'est une valeur de croissance. Et on voit que c'est pareil. Voilà, on a un titre qui est plutôt en train de revenir vers ses sommets. On a une accélération qui est en cours. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, la valeur a publié récemment ses résultats. Elle est un peu dérisquée par rapport à ça. Et on a une belle histoire de croissance par-dessus le marché qui est en train de se construire. Donc, pour nous, effectivement, Lululemon, c'est intéressant. Un titre dans une phase haussière sur tous les horizons de temps, soutenu par un secteur et sur le marché le plus dynamique que sont les États-Unis. Et tu dis que c'est une valeur de croissance, mais on l'a rangé en défensif pour le moment. Alors, en fait, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Hein. Après, voilà. On est obligé d'affecter à un compartiment en particulier parce que la distribution est réputée être défensive, mais si la valeur, par ailleurs, voit son chiffre d'affaires progresser de manière très importante, si elle gagne beaucoup de marché, et ainsi de suite, c'est aussi une valeur de croissance. Okay. Simplement, dans l'application, elle est affectée qu'à un secteur. Et on a pas mal de valeurs comme ça aux États-Unis qui peuvent finalement cumuler les deux avantages, c'est-à-dire de ne pas être des valeurs trop volatiles ou trop sensibles au cycle, mais par ailleurs portées par des grandes tendances de croissance. Le business model est défensif dans la mesure où effectivement la distribution c'est plus défensif, c'est un peu comme tout ce qui est agroalimentaire, c'est aussi défensif. Maintenant, on a des valeurs de croissance, c'est-à-dire des valeurs qui sont plus petites et qui sont sur une niche particulière en forte croissance. Mais qui appartiennent à un compartiment qui est plus défensif. C'est un peu comme si on comparait, par exemple, dans tout ce qui est restauration, par exemple McDonald's, qui est une vraie valeur défensive, qui est une grande valeur, une grande franchise, et puis, par exemple, Chipotle, qui est exactement sur le même modèle, mais par contre, qui est en très forte croissance, qui ouvre des magasins par centaines tous les ans. Ok, super, c'est très clair. On n'a plus d'autres questions sur les valeurs, donc peut-être que ça vaudrait le coup de faire une conclusion pour ce webinaire. Ok, d'abord vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Pardon, je savais que je dirais séminaire à un moment. Vous voyez qu'on a pris le parti de répondre à la question et en effet de dire qu'on a beaucoup de signaux aujourd'hui qui plaident pour une poursuite de cette tendance haussière, même si Lionel a expliqué que voilà, il ne s'agissait pas d'envisager des hausses sans à-coups, mais au contraire, on est sur une fin de marché baissier et on va connaître encore quelques accélérations. Donc, c'est certainement un bon moment pour jouer un peu de diversification et d'investir dans les boîtes qui sont en signal d'achat. Voilà, donc on est dans une phase qui est très, très intéressante, qui a avec beaucoup de progression depuis 4 semaines. Vous dire aussi qu'on voudrait donc faire un autre webinaire avant la fin de l'année. Emmanuel, je pense qu'on va organiser un troisième webinaire. Le prochain aura lieu le 15 décembre, juste avant les fêtes, oui. Voilà. Donc, et d'ici là, on est vraiment preneur de toutes vos suggestions. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez qu'on fasse figurer dans ce webinaire? Est-ce qu'il y a des notions que vous voulez qu'on aborde?
N'hésitez pas à nous remonter ces points parce qu'on est, nous, on est évidemment tout à fait disposés à changer un peu le format, faire évoluer le format pour être le plus adapté à vos besoins. Je ne sais pas si Exactement. Lionel, tu veux ajouter quelque chose ou Emmanuel? Non, c'est bon pour moi. Donc, j'ai une question de Monsieur As qui nous demande si, je ne sais pas de quel titre parle-t-il. Est-ce qu'ils sont… Bon, je lui répondrai directement, ne vous inquiétez pas. C'est une histoire d'interprétation de signaux sur le graphique. Donc, Pour les ETF, non? C'est la question sur les ETF? Non, c'est peut-être les petites flèches ou Ouais. sur les… Je pense que c'est pour expliquer les flèches vertes et les flèches rouges. Ok. Les flèches, c'est uniquement sur les signaux moyen terme. Les signaux court terme n'apparaissent pas sur le graphique parce que sinon, ce serait illisible parce qu'évidemment, la fréquence des signaux court terme est trop importante. Donc la flèche verte, c'est l'entrée en signal et la flèche rouge, je ne sais pas si c'est rouge ou rose, qui est pointée vers le bas, c'est la sortie en fait du signal. Bon, surtout, vous pouvez retrouver, on est sur ton écran, Lionel, tu peux peut-être montrer l'historique, qu'on peut accéder à l'historique des trades et vous allez retrouver les dates exactes. Voilà, si vous allez sur l'historique de performance, la 48.8 sur Lululemon, voilà. Et là, voilà, vous allez retrouver exactement les dates d'entrée, de sortie, les cours d'entrée, de sortie, le détail des performances qui donne le total cumulé en fait des performances de trade sur le titre. Bon, de toute façon, n'hésitez pas, et en particulier, à passer par Emmanuel pour lui poser un certain nombre de questions techniques. Si vous voulez aussi qu'on aborde des points un peu techniques sur l'application, n'hésitez pas. Voilà, on sera ravis encore une fois, d'adapter un peu le programme pour répondre au mieux à vos questions. Ok, parfait. Ben, merci à vous deux d'avoir expliqué et interprété le marché et les différents signaux des valeurs qu'on a revues ce soir. Merci à tous d'avoir participé à ce deuxième séminaire. Et donc, rendez-vous mi-décembre pour le troisième numéro. Merci à tous, bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée.